Vous croyez connaître la sécurité de votre maison, le confort de vos nuits, le silence de votre refuge. Mais imaginez un instant. Chaque pas que vous faites, chaque respiration, chaque mouvement, est suivi, calculé. Que des yeux invisibles, silencieux et méthodiques, connaissent vos habitudes, vos faiblesses, et attendent patiemment le moment exact pour s'immiscer dans votre esprit. Bienvenue dans les ténèbres. Je sais pourquoi vous êtes là ce soir. Vous cherchez ce frisson qui traverse votre échine quand le monde familier vacille et que l'impossible semble frôler la réalité. Vous voulez avoir peur, mais surtout comprendre comment l'horreur peut surgir dans le quotidien le plus banal. Restez avec moi, car ce soir, vous allez découvrir 3 histoires terrifiantes qui pourraient bien hanter vos pensées longtemps après cette vidéo. Des événements si glaçants, si proches de nous, que vous ne verrez plus jamais votre reflet dans une vitre, le silence de la nuit, ou le sourire d'un inconnu de la même manière. Et si vous restez jusqu'au bout, peut-être comprendrez-vous pourquoi certaines peurs ne s'effacent jamais. Marc et Claire avaient emménagé dans la maison de leurs rêves. Elle était parfaite, lumineuse, calme, et chaque détail semblait murmurer qu'ils avaient enfin trouvé leur havre de paix. Bella, leur chatte, bondissait dans le jardin, heureuse de découvrir son nouveau royaume. Pourtant, juste à côté, la maison abandonnée, jamais terminée, murmurait un avertissement silencieux. La clôture manquante entre leurs jardins n'était pas seulement une ouverture physique. Elle était une brèche dans la réalité, un passage pour l'invisible, pour ceux qui veulent s'immiscer dans votre vie sans jamais frapper à la porte. La première nuit, assis dans leur jardin, leurs regards se levèrent vers la maison derrière eux. Dans la pénombre d'une fenêtre, un homme immobile les fixait. Son visage ne trahissait aucune émotion, aucun indice. Il ne clignait pas, ne bougeait pas. Seulement ce regard fixe, qui semblait sonder leur esprit, observer leurs pensées. 30 minutes passèrent. Une éternité condensée dans un silence qui engloutissait tout. Et ce regard leur disait une seule chose. Nous savons où vous êtes, nous savons ce que vous pensez, et nous serons là demain, et après-demain, et chaque nuit suivante. Les jours suivants, l'ordinaire reprit ses droits, mais la normalité n'était qu'une illusion fragile. Puis, une nuit, les craquements du jardin révélèrent 3 silhouettes surgissant derrière la maison abandonnée. Ils avancèrent sans dire un mot, avec cette assurance que seuls ceux qui n'ont pas besoin d'autorisation possèdent. Même lorsqu'ils s'en allèrent, un sourire incongru sur le visage du plus jeune, il restait la certitude qu'il reviendrait. Ils n'étaient pas là pour voler, ni pour parler. Ils étaient là pour installer une règle invisible, une présence constante qui vous rend vulnérable même dans votre refuge. La peur se transforma rapidement en obsession. Chaque bruit extérieur, chaque mouvement dans l'ombre, devenait un signal. La nuit se contractait autour de Marc et Claire, et les intrus, ou peut-être leurs doubles invisibles, adaptaient leur comportement. Ils ne frappaient pas, ils ne menaient pas de violence directe. Leur arme était plus puissante. La psychologie, la manipulation des sens, la certitude que vous n'êtes jamais seul. Élodie, elle, connaissait un autre type de terreur, plus subtile, plus pénétrante. Après une rupture douloureuse avec Caleb, elle avait pensé disparaître. Changer de numéro, d'appartement, de routine. Mais partout, dans chaque sourire inconnu, chaque phrase anodine répétant ses souvenirs, elle retrouvait son passé, transformé en cauchemar vivant. Les mots de Caleb se multipliaient à travers des inconnus. Sunshine, tu ne peux pas disparaître. Toujours derrière tes livres, Sunshine. Des phrases simples, banales, mais qui enfonçaient des clous dans l'esprit. Chaque visage différent portait la même expression, comme si son esprit avait été programmé pour la traquer. Et vous, spectateurs, vous pouvez sentir cette même panique, cette certitude que quelqu'un, quelque part, vous connaît mieux que vous-même. Au lac, la famille pensait fuir le monde réel pour un moment de répit. La grande maison semblait idyllique, mais le garage isolé, avec ses bruits sourds frappant les murs au cœur de la nuit, révélait que l'horreur n'avait pas besoin de visage pour exister. Chaque coup contre la porte, chaque fracas, chaque carte de bouffon laissée comme signature, résonnait comme un avertissement que l'invisible pouvait habiter chaque espace, transformer chaque seconde en menace. Les bruits sur le bois, la précision des impacts, le silence de la disparition de l'homme derrière le garage, tout cela provoquait un malaise que vous ressentez maintenant, comme si vous étiez assis avec eux dans cette maison, incapable de fuir, obligé de regarder ce qui ne peut pas exister. Et pourtant, malgré la peur, malgré la terreur, une curiosité malsaine persiste. Vous, auditeurs, vous êtes engagés, vous observez ces lieux, ces instants où la sécurité est une illusion. Vous sentez votre propre esprit se tendre, imaginez les visages, les silhouettes, les phrases murmurées dans l'ombre. Chaque respiration devient plus lourde, chaque frisson plus profond. Vous êtes complice, sans le vouloir, de cette peur qui se répand, qui s'ancre, qui vous hante même après que vous ayez éteint cet enregistrement. Marc et Claire, Élodie, et cette famille au lac vous enseignent une vérité.
La peur ne dépend pas de ce que vous voyez. Elle dépend de ce que votre esprit imagine, de ce que votre mémoire conserve, de ce que vos sens traduisent. L'angoisse peut habiter un simple regard, une phrase anodine, un bruit nocturne. Et vous réalisez qu'en écoutant ces histoires, vous êtes déjà partie prenante, déjà touchée, déjà tracée par l'ombre qui rôde dans chaque récit, dans chaque image mentale que vous construisez. Chaque bruit, chaque visage, chaque fracas, chaque phrase répétée devient un lien dans un réseau invisible qui vous entoure. La peur devient contagieuse, omniprésente, constante. Et au fond, même si vous croyez fermer vos yeux, même si vous vous dites que c'est fini, il y aura toujours cette sensation. Quelqu'un vous observe, quelqu'un vous attend, et vous ne pouvez pas échapper à ce jeu. Alors restez attentif. Écoutez chaque détail, chaque souffle. Et si vous voulez découvrir la suite, si vous voulez continuer à plonger dans cette horreur qui habite l'esprit humain et l'invisible, abonnez-vous, laissez-vous guider, et laissez la peur vous transformer. Car ce n'est pas seulement une histoire. C'est un rappel que vous n'êtes jamais vraiment seul. Les jours suivants Marc et Claire découvrirent que la menace n'était pas seulement physique, mais intime, ancrée dans chaque espace qu'ils considéraient comme sûr. Chaque fois qu'ils tournaient la clé dans la serrure, chaque fois qu'ils baissaient le volet, il y avait cette présence latente qui attendait le moment parfait pour glisser son ombre sur eux. Les fenêtres devenaient des yeux, les murs des oreilles. Chaque craquement de plancher, chaque souffle du vent, prenait le ton d'une menace. Ils n'avaient plus besoin de voir le visage des intrus. Leur esprit avait appris à les inventer, à sentir leurs intentions, à anticiper leur arrivée. Et vous, spectateurs, commencez à ressentir ce même vertige. Imaginez que quelqu'un puisse lire vos pensées à travers votre routine. Imaginez que vos nuits deviennent un théâtre où chaque mouvement vous trahit. Puis il y eut cette nuit où la peur se fit plus tangible. Claire se trouvait dans la salle de bain, l'eau chaude brouillant son souffle et l'esprit embrouillé par la fatigue. Un bruit retentit dehors, un fracas, un coup contre la porte, un geste pour tester la résistance de son sanctuaire. Elle se précipita dans la chambre, caméra à la main, et aperçut un homme, inconnu jusqu'alors, pointant vers elle avec une intention claire. Chaque mouvement qu'il faisait semblait chorégraphié pour semer la panique. Il courut vers leur porte, tenta le verrou, puis se replia dans le jardin de la maison abandonnée, frappant toutes les fenêtres, levant la clôture brisée, s'affirmant maître de ce territoire devenu hostile. Marc et Claire appelèrent la police. Mais, comme toujours, les institutions humaines ne pouvaient rien contre ce jeu invisible, cette sensation d'oppression qui se nourrit de la peur elle-même. Élodie, de son côté, expérimentait un autre type d'intrusion, plus insidieuse. Chaque inconnu pouvait devenir porteur d'un message, chaque phrase anodine une menace. Le barista au sourire étrange, le conducteur du covoiturage, le passant dans l'allée. Tous répétaient des mots qui venaient de Caleb, des répliques codées pour frapper son esprit. L'effet était immédiat et insidieux. La paranoïa devint sa réalité, la peur de l'invisible, de l'inconnu, plus tangible que le monde réel. Vous, auditeurs, sentez cette même tension vous saisir. Vous pourriez être Élodie. Vous pourriez entendre les mots dans la rue, ressentir la présence derrière vous, et vous demander si chaque visage n'est qu'une copie de votre passé, une marionnette pour vous rappeler que la liberté n'existe pas. Au lac, la famille pensait trouver la sécurité dans le rassemblement, dans le groupe. Mais la maison secondaire, le garage isolé, devint le théâtre d'un autre cauchemar. Les coups contre la porte, les fracas répétés dans la nuit, et l'apparition du mystérieux homme derrière le garage, immobile et silencieux, imposaient une règle invisible. La peur est le seul occupant permanent de cet endroit. Même lorsqu'il fuyait la pièce, même lorsqu'il se cachait dans la maison principale, chaque fracas, chaque bruit, chaque souffle rappelait que l'horreur pouvait franchir n'importe quel seuil. Les cartes de bouffon laissées comme signature, tordues et grotesques, se transformaient en symboles d'une présence supérieure, presque surnaturelle. La nuit suivante, Marc et Claire découvrirent la véritable profondeur de leur vulnérabilité. Alors qu'ils observaient le jardin depuis la chambre, une silhouette apparut, masquée, avec un capuchon tiré, les bras écartés comme un crucifié. Ils parlaient, mais aucun son ne franchissait les murs de leur maison. Pourtant, l'intention était claire. Vous êtes visible, vous êtes vulnérable, vous n'êtes pas seul. Le simple fait de le voir là, immobile et figé, imposait une angoisse que ni porte, ni caméra, ni serrure ne pouvaient contrer. Et vous, auditeurs, imaginez ce même masque, ces mêmes yeux fixant votre fenêtre, votre jardin, votre vie. Puis vinrent les ombres dans l'ombre. Deux hommes masqués approchant, flashlight braqué dans la chambre, l'important ce qui semblait être un levier métallique, un outil pour briser votre sanctuaire. Tout cela ne se produisait pas de manière chaotique. Chaque mouvement était méthodique, chaque présence calibrée pour maximiser la peur. Et là, vous sentez, comme Marc et Claire, que chaque action humaine peut être détournée par l'intention, que la peur n'a pas besoin de contact physique pour être dévastatrice. Élodie, quant à elle,
découvre un autre aspect de la terreur, l'obsession, la persistance. Même lorsqu'elle s'éloigne, change de lieu, se coupe des réseaux sociaux, des inconnus continuent à répéter des phrases de Caleb, à reproduire ses gestes, à rappeler chaque mot qu'elle pensait enterrer. Le phénomène devient presque une expérience sociale, un jeu psychologique grandeur nature, dans lequel elle n'a aucun contrôle. Vous ressentez cette même tension. L'esprit humain peut être programmé à ressentir la menace même en l'absence de contact direct. Les inconnus deviennent les porteurs du cauchemar, des messagers d'une peur qui se nourrit de sa propre propagation. Au lac, la famille découvre que la peur peut se jouer du tangible et de l'intangible. La nuit, les coups contre le garage, le silence du sol, l'absence de traces de pas, la disparition inexplicable de l'homme immobile, tout cela défie la logique. Les cartes de bouffon, les impacts contre le bois, la précision du timing. La peur devient une entité autonome, une présence qui ne peut être confrontée ni discutée, seulement subie. La nuit devient un espace psychologique, chaque minute un test de résistance mentale. Pour Marc et Claire, la menace n'est pas seulement le masque, les intrus ou les coups dans le jardin. C'est la certitude que l'invisible peut violer chaque frontière que vous croyez solide. Chaque bruit devient une question. Sont-ils là? Que veulent-ils? Et surtout, seront-ils satisfaits de simplement vous observer, ou leur jeu prendra-t-il une forme plus concrète? Chaque instant éveillé, chaque mouvement, chaque soupir du vent devient un déclencheur de panique. Et vous, auditeurs, commencez à comprendre ce que signifie vivre avec l'attention constante de l'invisible, le poids psychologique de l'impuissance, la terreur de ne jamais être seul. Élodie, enfermée dans ses routines et ses précautions, réalise que même la distance n'efface pas l'empreinte du passé. Chaque inconnu, chaque mot répété, chaque sourire ou regard devient un outil de contrôle psychologique. Le passé se transforme en réseau de surveillance invisible, et vous sentez, vous aussi, l'étreinte glaciale de cette présence, la manière dont l'esprit humain peut être manipulé à distance, par des signaux subtils, des phrases anodines, des gestes répétitifs. Au lac, la famille apprend que la peur n'a pas besoin de logique. Elle ne frappe pas toujours directement. Elle est perceptible seulement quand on est attentif, sensible aux sons, aux ombres, au rythme du monde. La présence derrière le garage, immobile, observant, frappe autant par ce qu'elle fait que par ce qu'elle ne fait pas. Le silence devient une arme, l'immobilité un signal, l'absence de trace un message. L'horreur peut exister sans manifestation physique, et le cerveau humain devient la scène principale de ce théâtre terrifiant. Et maintenant, vous, spectateurs, ressentez ce poids. Vous vous imaginez dans ces maisons, ces garages, ces rues. Vous imaginez que chaque visage pourrait être celui qui sait trop, que chaque mot entendu pourrait être destiné à vous contrôler, que chaque bruit dans la nuit pourrait annoncer votre impuissance. Vous êtes entré dans ce monde, et il n'y a pas de sortie simple. Si vous voulez continuer à explorer ces histoires, découvrir la manière dont l'invisible manipule, observe et terrorise, abonnez-vous. Laissez-vous guider. Et souvenez-vous, la peur n'est pas là où vous regardez, elle est là où vous n'osez pas regarder. Les nuits suivantes, Marc et Claire commencèrent à percevoir des détails qui leur avaient échappé jusqu'alors, des subtilités dans la menace qui les envahissait. Le simple fait d'entendre le souffle du vent dans les arbres devenait une partition sinistre. Chaque craquement, chaque mouvement dans le jardin abandonné, un message codé. Leurs rêves devinrent des prolongements de leurs cauchemars éveillés. Claire rêvait d'ombres qui glissaient sur les murs, invisibles mais tangibles, qui traversaient les pièces comme si elles possédaient la substance des murs eux-mêmes. Marc voyait des silhouettes immobiles au bout du couloir, des visages cachés dans la pénombre, dont le seul mouvement était de les observer, lentement, sans jamais cligner des yeux. Vous, spectateurs, ressentez cette lente montée d'angoisse. Chaque son autour de vous pourrait être interprété comme menace. Chaque reflet dans un miroir, chaque ombre projetée par une lampe, devient un présage. La peur n'est plus dans l'événement, mais dans l'interprétation, dans l'anticipation, dans le frisson que l'inconnu produit avant même qu'il n'existe. Une nuit, alors que la lune était cachée derrière un voile de nuages épais, Marc entendit un grattement sur le rebord de la fenêtre du salon. Le son était trop précis, trop calculé pour être le hasard. Il se figea, les muscles tendus, essayant de distinguer une forme dans l'obscurité. Là, juste derrière le verre, une main glissa lentement le long du cadre, comme si elle cherchait une faille. Marc recula, la respiration haletante, tandis que Claire, de l'autre côté de la pièce, frissonnait à chaque bruit. Le grattement s'arrêta soudain, laissant un silence plus oppressant que le bruit lui-même. Le simple fait que quelque chose ait pu être là, et disparaître sans laisser de traces, envahit leur esprit d'un vertige terrifiant. Élodie, de son côté, commença à reconnaître un schéma qui la terrifiait. Les intrusions mentales ne cessaient jamais. Les inconnus, même ceux qu'elle croisait par hasard, répétaient des phrases, des gestes, des intonations, comme si une force invisible orchestrant tout son environnement s'assurait qu'elle ne puisse jamais oublier Caleb.
qu'elle ne puisse jamais échapper à cette présence qui se glissait partout, dans le banal comme dans l'intime. Les voix résonnaient dans sa tête même lorsqu'elle était seule, la sensation de regard était permanente, et elle comprit que la peur la suivait comme une ombre qui n'avait pas de corps. Au lac, la famille ressentait une escalation encore plus étrange. Les coups dans le garage, les cartes de bouffon et les apparitions silencieuses derrière le bâtiment prenaient une dimension presque rituelle. Ce n'était plus seulement de l'intimidation. C'était une cérémonie de la peur, un rituel qui transformait chaque seconde de la nuit en épreuve psychologique. Les murs, le sol, les fenêtres, chaque surface devenait un vecteur de terreur. Même les pièces où ils pensaient être en sécurité résonnaient des échos des coups et des grattements. De retour à la maison de Marc et Claire, la tension atteignit un point critique. Chaque fois qu'ils s'aventuraient dans le jardin, l'air semblait vibrer autour d'eux, chargé d'intention. Leurs caméras captèrent des anomalies, des reflets fugaces, des ombres qui ne correspondaient à rien, des mouvements qui semblaient défier la logique. Il n'y avait aucun son, aucun souffle. Pourtant ils savaient, instinctivement, que quelque chose les observait. Cette certitude, purement psychologique, les paralysait plus que n'importe quelle menace physique. Et vous, spectateurs, vous sentez ce frisson. La peur ne demande pas de preuves, elle se nourrit de votre imagination. Puis un matin, en regardant le flux de la caméra, Marc vit une silhouette glisser derrière la clôture brisée de l'abandonnée maison voisine. Elle était immobile, mais l'air autour d'elle semblait chargé de menaces. Claire tenta de l'identifier, mais comme souvent, la forme restait floue, insaisissable, comme si la réalité elle-même refusait de l'accepter. L'intensité de la peur ne résidait pas dans ce qu'il pouvait voir, mais dans ce qu'il savait, il n'était jamais seul. Jamais. Élodie, en parallèle, commença à noter tous les détails, toutes les répétitions, tous les signes qui indiquaient que son esprit n'était jamais libre. La peur devint une constante, une force silencieuse mais implacable, qui la suivait dans chaque rue, chaque magasin, chaque recoin de son existence. Les mots de Caleb, transformés en code et répliques par d'autres, lui rappelaient que la liberté est illusoire, que la sécurité est un leurre, et que la surveillance peut être invisible, mais toujours réelle. Au lac, les derniers instants de leur séjour devinrent un cauchemar tangible. La famille se regroupa dans la maison principale, tentant de se convaincre que le danger était fini. Mais à 3h17 du matin, un nouveau bruit déchira le silence. Un coup lourd contre le mur du garage, suivi d'un grattement régulier, méthodique, presque rituel. Les cousines crièrent, les oncles accoururent, et pourtant personne ne vit rien. Aucun visage, aucune silhouette, seulement le bruit et cette présence qui imposait sa volonté à travers le son. Les cartes de bouffon réapparurent, placées sur le seuil, grotesques et diaboliques, comme pour leur rappeler que l'horreur n'a pas de limite physique, qu'elle peut exister dans l'intention seule. De retour chez Marc et Claire, l'escalade continua. L'homme masqué devant leur jardin, un soir les fixait avec une intensité telle que le temps semblait se dilater. Ses bras ouverts, sa posture de crucifix, transformaient leur espace en théâtre de terreur psychologique. Chaque minute passée à le regarder les remplissait d'une terreur viscérale. Les caméras à l'intérieur ne captaient rien, mais les faits étaient réels, immédiats, incontrôlables. Vous, spectateurs, commencez à comprendre la puissance de la peur anticipée, de l'ombre qui promet la menace sans jamais la livrer pleinement. Élodie, malgré toutes ses précautions, se rendit compte que sa vie était désormais un système de surveillance permanente. Les inconnus, les phrases répétées, les gestes mimés, tout participait à ce théâtre de l'angoisse. Elle ne pouvait plus distinguer le vrai du faux, le hasard de l'intention. Chaque mouvement dans la rue, chaque rencontre fortuite, devenait un instrument de contrôle psychologique. Vous sentez cette même oppression, cette impossibilité de fuir, même dans les espaces que vous pensiez sûrs. Et alors que la famille au lac quittait précipitamment les lieux, Marc et Claire comprirent que la peur n'était pas temporaire, qu'elle n'était pas un simple événement. Elle était devenue un habitant invisible, constant, qui ne pouvait être expulsé. Chaque fenêtre, chaque serrure, chaque espace vide, portait la marque de cette présence. Les sons, les ombres, les mouvements fugitifs, tout contribuait à rappeler que l'horreur pouvait être silencieuse mais écrasante. Et vous, auditeurs, sentez-vous la même tension monter ? Imaginez la peur qui n'a pas de visage, qui ne peut être frappée ni chassée, qui existe simplement parce que vous savez qu'elle est là. Cette horreur n'est pas limitée à la maison, au lac, à la rue. Elle peut se glisser dans vos pensées, dans vos routines, dans les instants les plus banals. Et chaque fois que vous respirez, chaque fois que vous clignez des yeux, elle pourrait être là, observant, calculant, jouant avec votre esprit. Les gars, imaginez-vous marcher dans votre propre jardin et sentir que chaque pas que vous faites est suivi, que chaque mouvement attire un regard invisible. Marc et Claire vivaient cette horreur chaque nuit. La maison à côté, abandonnée mais pas silencieuse, vibrait de présence qu'aucune caméra ne pouvait saisir.
Chaque craquement de planches, chaque souffle de vent dans les arbres, semblait avoir été orchestré pour les frapper là où ils étaient les plus vulnérables, dans leur esprit. Ils ne pouvaient plus distinguer les sons naturels des signaux de menace. Les branches qui frottaient contre le mur de la maison ne faisaient plus partie de la nature, mais des doigts invisibles qui cherchaient à effleurer leur peau, à graver dans leur cerveau la sensation d'un danger omniprésent. Une nuit, alors qu'ils tentaient de dormir, une lumière faible apparut à travers le rideau de leur chambre. Ils crurent d'abord à un lampadaire extérieur, mais l'ombre projetée ne correspondait à rien qu'ils connaissaient. La silhouette se tenait immobile, tête légèrement penchée, comme si elle contemplait leur peur. Aucun mot, aucun mouvement brutal, seulement cette présence silencieuse, une attente méthodique et terrifiante. Marc se leva, cœur battant, mais dès qu'il ouvrit la fenêtre, la silhouette s'évapora, comme si l'air lui-même l'avait englouti. Claire, figée, comprit que la peur ne venait pas seulement de l'extérieur, mais de ce sentiment qu'il n'était jamais seul, que chaque instant de répit était illusoire. Les gars, vous commencez à ressentir cette angoisse? Chaque respiration devient lourde, chaque silence devient un poids sur vos épaules. Vous savez que quelque chose peut surgir de nulle part, et votre cerveau imagine l'inimaginable. Cette sensation, Marc et Claire la vivaient au quotidien. Les intrus masqués, les visages connus mais déformés par la répétition des phrases de Caleb, leur rappelaient que la peur pouvait être transmise par l'esprit, pas seulement par les mains ou les objets. Au lac, la situation avec la famille était devenue encore plus étrange. Chaque nuit, les bruits dans le garage se faisaient plus intenses, plus calculés. Les coups semblaient être distribués selon un rythme précis, presque musical, mais chaque note était une menace. Les cartes de bouffon, placées avec une précision diabolique, devenaient des symboles. Elles signifiaient que l'horreur se jouait comme un jeu cruel, et que les règles étaient dictées par des forces invisibles. Les garçons, réveillés par les fracas, n'osaient plus bouger. Le moindre son pourrait provoquer une escalade. Les cousines tremblaient, les adultes tentaient de rassurer, mais eux-mêmes commençaient à douter de la réalité de leur perception. De retour chez Marc et Claire, la menace devint presque tangible. Les caméras à l'intérieur ne captaient rien, mais chaque regard vers la fenêtre, chaque ombre projetée par la lumière du quartier, amplifiait leur anxiété. Un soir, alors qu'ils observaient le flux en direct de la caméra, une silhouette masquée s'avança sur le jardin. Ses bras étaient ouverts, la tête inclinée, immobile, mais la menace qu'elle imposait semblait peser sur le monde entier. Vous, les gars, vous sentez cette tension, cette impossibilité de détourner le regard. Parce que même en observant, vous êtes prisonnier de la peur qu'elle génère. Élodie, de son côté, comprit que la terreur n'était pas seulement physique. Les phrases répétées par des inconnus, les regards insidieux, tout était un instrument de manipulation psychologique. Même lorsqu'elle marchait seule dans la rue, elle sentait les yeux des autres peser sur elle. Les voix lui rappelaient des moments intimes qu'elle croyait oublier. C'était un contrôle silencieux mais total. La peur devenait un acteur invisible dans sa vie, déterminant ses actions, ses mouvements, jusqu'à la façon dont elle respirait. Au lac, la famille essaya de reconstruire un sentiment de sécurité, mais la nuit suivante apporta une intensité nouvelle. Un nouvel individu apparut derrière le garage, immobile, silencieux, ses yeux fixés sur les chambres des garçons endormis. Aucun bruit de pas, aucun froissement de feuilles, seulement cette présence qui semblait s'ancrer dans l'air comme un poison invisible. Les cartes de bouffon, encore là, semblaient pulser avec une énergie maléfique, une promesse que l'horreur n'avait pas encore révélé toutes ses facettes. Marc et Claire commencèrent à comprendre que leur maison n'était plus un refuge. Chaque porte verrouillée, chaque rideau tiré, devenait un obstacle fragile contre une intelligence qui ne respectait aucune barrière physique. Les intrus masqués et les figures silencieuses semblaient anticiper chaque mouvement, les rendant prisonniers de leur propre espace. La peur ne venait pas de ce qu'ils pouvaient voir, mais de ce qu'ils savaient, ils étaient observés en permanence. Les gars, imaginez-vous seuls dans votre chambre, sentant cette pression invisible, sachant que quelqu'un ou quelque chose joue avec votre esprit, toujours présent, jamais vu. Chaque ombre devient un rappel de votre vulnérabilité, chaque craquement dans le plancher une promesse que le danger est là, toujours, prêt à frapper. Marc et Claire ne pouvaient plus dormir, ne pouvaient plus ignorer les sons, et chaque seconde éveillée transformait leur cerveau en une chambre d'écho terrifiant. Au lac, la tension psychologique atteignit un paroxysme. Les coups au garage et les cartes de bouffon avaient cessé d'être des événements isolés pour devenir une expérience sensorielle complète. La peur s'installait dans leur corps, leur respiration, leurs pupilles. Même le silence était lourd, chargé de menaces, comme si l'air lui-même conspirait contre eux. Les garçons, les cousines, même les adultes ressentaient cette oppression invisible. Cette certitude que l'horreur pouvait surgir de n'importe où, à tout moment. De retour à la maison, Marc et Claire firent un constat terrifiant. La peur n'était pas temporaire. Elle n'était pas seulement dans les intrus ou les masques.
Elles résidaient dans la certitude que leur vie pouvait être manipulée, que chaque mouvement pouvait être observé, analysé et retourné contre eux. La menace était omniprésente, invisible, mais tangible. Les ombres dans le jardin, les silhouettes masquées, les phrases murmurées par des inconnus dans la rue, tout faisait partie d'une toile plus vaste, un réseau d'intimidation psychologique sans fin. Et les gars, vous commencez à sentir l'étau se resserrer autour de vous, n'est-ce pas? Chaque bruit devient suspect, chaque regard devient menaçant. Marc et Claire comprirent que l'horreur n'a pas besoin d'être violente pour être dévastatrice. La peur elle-même devient l'arme, un instrument qui frappe plus profondément que n'importe quelle main armée. Les gars, imaginez un instant que votre propre maison devienne un piège. Chaque pièce, chaque recoin, chaque lumière vacillante se transforme en un théâtre de surveillance invisible. Marc et Claire ne pouvaient plus distinguer le réel de l'imaginaire. Le simple froissement d'un rideau, un reflet dans le miroir, un souffle dans l'air devenait la signature d'une présence attentive, patiente, méthodique. Le temps lui-même semblait ralentir, étirant chaque seconde d'angoisse jusqu'à ce qu'elle devienne presque physique, palpable, une douleur sourde au creux de la poitrine. Le jardin, jadis refuge, était désormais un espace de tension. La clôture manquante de la maison abandonnée ne séparait plus leur monde. Elle fusionnait le visible et l'invisible. Les silhouettes qui apparaissaient par intermittence semblaient jouer avec le concept même de l'espace, entrant et sortant comme des fantômes, laissant derrière elles un vide oppressant que l'esprit remplissait de terreur pure. Marc sentit, pour la première fois, que la peur pouvait être une entité vivante, capable de les étouffer sans qu'aucune force physique ne soit appliquée. Au lac, la famille comprit que le garage n'était pas seulement un lieu négligé, mais un centre d'attraction pour l'inconnu, un point de convergence pour quelque chose d'autre. Chaque coup violent contre la porte, chaque fracas répété à 3 heures du matin, n'était pas le hasard ni le vent. C'était une déclaration de contrôle, une manière de dire qu'ils étaient surveillés même lorsqu'ils pensaient être en sécurité. Les cartes de bouffons, grotesques et déformées, semblaient contenir un message codé. « Nous savons que vous dormez, nous savons que vous êtes là ». Leurs couleurs vives contrastaient avec la noirceur qui les entourait, comme si l'humour était devenu une arme, un instrument de moquerie cruelle. Chez Marc et Claire, les visites des silhouettes masquées devinrent presque rituelles. Les gars, vous sentez cette angoisse rampante? L'intrus ne frappait pas, ne parlait pas, mais étirait la peur, la magnifiait dans chaque souffle d'air. Un soir, l'homme masqué s'avança jusqu'à la limite du jardin, bras tendu comme un crucifix inversé, fixant la fenêtre de leur chambre. Son immobile invitation à la terreur ne demandait aucune action de sa part. Seulement la prise de conscience que le danger pouvait exister même dans le silence. Élodie, quant à elle, expérimentait la peur sous une forme encore plus insidieuse. Chaque phrase prononcée par d'autres inconnus, chaque regard semblant la reconnaître, même dans des lieux publics, la ramenait à Caleb, à sa capacité de contrôle. Mais ce n'était plus lui. C'était une armée de regards, de voix, de gestes qui reproduisaient les motifs psychologiques qu'il avait imposés. La peur devint un état de conscience constant, impossible à éteindre, impossible à ignorer. Le simple fait de sortir ou de respirer était devenu un test. Allons-nous repérer la menace aujourd'hui? Au lac, l'intensité de la terreur psychologique atteignit un seuil critique. Les coups sur le garage, les cartes de bouffons, les ombres sur les murs, tout faisait partie d'un système de communication inconnu, presque surnaturel, que l'esprit humain peinait à comprendre. Les garçons, auparavant insouciants, étaient maintenant attentifs à chaque craquement, chaque souffle de vent. Les adultes commençaient à douter de leur propre sens. L'horreur s'infiltrait non seulement dans la perception, mais dans la logique même de l'expérience. De retour chez Marc et Claire, la menace prit une dimension physiquement étouffante. Les caméras intérieures ne captaient rien, mais leur cerveau enregistrait chaque détail avec une acuité nouvelle. Les silhouettes masquées, les phrases répétées par des inconnus, les visages qui semblaient savoir ce qu'ils faisaient, tout cela créait une atmosphère de paranoïa constante. Chaque bruit, chaque lumière, chaque objet dans la maison devenait une encre de tension. Un rappel que leur espace était désormais partagé avec des entités invisibles. Les gars, imaginez ce sentiment. La peur n'a pas de forme, pas de voix, mais elle sait exactement où frapper. Elle vous suit jusque dans vos rêves, dans vos moments d'intimité. Marc et Claire n'osaient plus se déplacer seuls, ne pouvaient plus se reposer. Le simple son d'un pas sur le trottoir, une silhouette qui glisse derrière les rideaux, un souffle imperceptible, suffisait à déclencher un frisson paralysant le long de leur colonne vertébrale. Au lac, un dernier événement scella la conviction que l'horreur n'était pas liée à des individus isolés. Un matin, alors que la famille essayait de reprendre une routine normale, une ombre apparut derrière les fenêtres du garage. Aucun bruit, aucun mouvement détectable, juste cette présence, immobile, lourde, oppressante, qui observait sans jamais interagir. Les cartes de bouffons laissées au hasard n'étaient plus des symboles, mais des artefacts de la peur elle-même.
comme si la terreur pouvait se matérialiser dans le monde physique, prendre forme et espace. Chez Marc et Claire, l'intensité culmina lorsqu'ils virent une silhouette au coin de la rue, immobile, qui les suivait du regard. Chaque fois qu'ils tentaient de détourner le regard, la silhouette se repositionnait, ajustant son angle, s'assurant qu'ils la remarquent. La peur n'était plus seulement un outil psychologique, elle était devenue une arme active, un système de contrôle invisible qui les maintenait prisonniers dans leur propre vie. Les gars, vous ressentez ça? L'angoisse, l'incapacité à échapper à l'invisible, le sentiment que quelque chose observe, attend, joue avec vous? C'est exactement ce que Marc, Claire et la famille au lac ont vécu. Et c'est là que réside la terreur ultime. L'horreur ne frappe pas toujours avec des mains ou des cris, elle frappe avec votre esprit, vos sens, votre perception même de la réalité. Chaque ombre, chaque bruit, chaque absence de bruit devient une signature d'un danger qui ne dort jamais, qui ne se fatigue jamais. À présent, les gars, même en fermant vos yeux, vous êtes invités à ressentir cette pression, cette tension qui s'infiltre partout. C'est l'essence même de l'horreur que nous venons de vivre à travers Marc, Claire, Élodie et cette famille au lac. La peur omniprésente, insidieuse, implacable, qui s'accroche à l'esprit et refuse de lâcher prise. Et si vous voulez continuer à explorer ces sensations terrifiantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer la prochaine immersion dans le cauchemar. Les gars, imaginez un silence si lourd qu'il écrase votre poitrine, comme si l'air lui-même refusait de circuler. C'est dans ce silence que Marc et Claire, Élodie et la famille au lac se retrouvèrent, chacun dans leur espace, mais reliés par une seule et même présence indéfinissable, une entité qui ne se montrait jamais clairement, mais qui savait exactement ce qu'il faisait. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque clignement des yeux devenait un marqueur pour cette conscience invisible. Le soir s'installa avec une lenteur terrifiante. Chez Marc et Claire, la nuit étendit ses doigts sur la maison, transformant chaque meuble, chaque objet, chaque miroir en une porte ouverte vers l'inconnu. Les caméras ne capturent rien. Pourtant, les ombres bougent différemment. La silhouette masquée, déjà observée, ne se limite plus à l'extérieur. Quelque chose glisse dans les interstices, dans les reflets du verre, dans le scintillement des écrans. Les gars, vous sentez cette tension? Elle se glisse entre vos côtes, s'accroche à vos poumons, transforme la peur en un poids physique, un rappel brutal que l'horreur peut exister sans jamais se manifester directement. Élodie, elle, ressentait la distorsion du réel. Chaque regard répété, chaque phrase utilisée contre elle, chaque geste familier venu d'inconnus anonymes construisait une toile invisible autour d'elle. Même en marchant dans la rue, même en parlant à quelqu'un de banal, elle sentait que le monde entier pouvait être instrumentalisé pour rappeler la présence persistante de Caleb, ou de ceux qui avaient pris la place de son contrôle. Elle avait cessé de distinguer le hasard de la malveillance. Tout devenait suspect. Le moindre détail devenait un message crypté, un avertissement subtil mais inéluctable. Au lac, le vent se leva, portant avec lui le parfum humide de l'eau et l'écho lointain de pas invisibles. Le garage, oublié et négligé, semblait respirer. Chaque coup frappé sur la porte, chaque fracas résonnait comme un appel à l'attention. Mais cette fois, il n'y avait plus de simple explication humaine. Les cartes de bouffons, grotesques, se multipliaient comme par magie. Elles n'étaient pas seulement des symboles, mais des portails vers la peur. Chaque motif ridiculisant et inquiétant à la fois, chaque sourire déformé devenant une menace tangible. Chez Marc et Claire, l'apogée de l'angoisse se manifesta dans un moment suspendu. La silhouette masquée se tint au milieu de la rue, immobile, mais cette fois, ses mouvements subtilement orchestrés donnaient l'impression qu'elle jouait avec la gravité, qu'elle manipulait l'espace lui-même. Les ombres qu'elle projetait semblaient s'animer indépendamment, s'étendant sur les murs, rampant, comme des doigts invisibles cherchant à toucher ceux qui regardaient. L'atmosfera de vins i apaïssa que respirés semblait una força humana. Les gars, ressentez-le avec eux. Le monde ordinaire s'efface pour laisser place à un théâtre où la peur est la seule réalité tangible. Élodie vit alors une variation encore plus sinistre de l'obsession. Une série de visages, tous différents, apparaissaient dans des lieux ordinaires. Café, transport, rue, mais toujours avec les mêmes phrases, les mêmes intonations, les mêmes gestes précis. Elle comprit que ce n'était pas une simple imitation. C'était un système de contrôle psychologique, une machinerie invisible qui rendait impossible de se sentir libre, même dans l'anonymat. Le monde entier devenait un miroir déformant de la peur, et chaque personne croisée pouvait être complice, consciente ou non, de l'angoisse qui la poursuivait. Au lac, la famille comprit enfin la portée de ce qu'ils affrontaient. L'inconnu derrière le garage n'était pas humain. Chaque apparition était accompagnée d'un vide sonore, d'une suspension du temps, d'une absence de traces, comme si les lois physiques avaient été réécrites pour donner à la peur une existence autonome. Les garçons et les adultes, pourtant rationnels, sentaient leur certitude s'effriter. Les objets, les cartes, les bruits ne répondaient plus à une logique. Ils n'étaient que la matérialisation de l'angoisse elle-même. Chez Marc et Claire,
Le point culminant arriva lorsque l'homme masqué s'avança jusqu'au seuil de leur jardin, bras écartés, silhouette déformée par la lumière des réverbères. Il ne parlait pas, ne bougeait presque pas, mais chaque seconde semblait durer des heures, et chaque mouvement de sa tête ou de ses yeux était interprété par le cerveau comme un signal, une menace, un défi. Les ombres qui l'entouraient se contractaient et s'étiraient, amplifiant l'effet psychologique jusqu'à l'inextricable. Élodie comprit que sa peur n'était plus personnelle. Elle était devenue une émotion partagée, reliée à Marc, Claire et à la famille Aulac, comme si les trois expériences n'étaient qu'un seul et même réseau de peur, chaque événement dans un endroit déclenchant un effet en miroir dans l'autre. Les gars ressentaient cette connexion. La terreur se transmet comme un virus, elle se multiplie et se propage, et il n'y a aucune échappatoire. Même la lumière du jour ne pouvait la dissiper. Les cartes de Bouffon se matérialisèrent dans les trois lieux simultanément, comme si une main invisible orchestrant chaque mouvement existait derrière le voile de la réalité. Les visages inconnus, les phrases répétées, les silences pesants, tout convergea pour une ultime manifestation de l'angoisse. Chaque respiration devenait consciente, chaque clignement des yeux pouvait déclencher une vision du cauchemar. Les gars, vous sentez la peur, le poids du monde qui s'écrase sur vous? C'est exactement ce que Marc, Claire, Élodie et la famille Aulac ont ressenti, mais multiplié par l'infini, jusqu'à ce que la peur devienne leur seule réalité tangible. Et alors, dans un crescendo insoutenable, toutes les apparitions convergèrent dans l'esprit des protagonistes. La silhouette masquée, les visages répétant Caleb, les cartes grotesques, le vide sonore, le fracas sur le garage, l'ombre derrière le miroir, tout forma un mur psychologique impénétrable, un labyrinthe de peur que ni la raison, ni la logique, ni la fuite ne pouvaient traverser. Le monde extérieur n'existait plus. Seul le cauchemar vivant et omniprésent demeurait. À ce moment précis, les gars, vous réalisez que la peur n'est pas un événement, ni un lieu, ni un visage. Elle est une présence, une force active qui vous hante, qui vous suit même lorsque vous pensez être en sécurité. Marc, Claire, Élodie et la famille Aulac comprirent que la seule façon de survivre était de rester vigilants, attentifs, conscients de chaque détail, mais aussi d'accepter qu'ils ne seraient jamais totalement libres. La peur est maintenant une compagne constante, un témoin invisible, un rappel qu'il existe des choses qui ne disparaissent jamais, même quand vous fermez les yeux ou changez de lieu. Et vous, les gars, sentez-la avec eux. Sentez cette oppression, cette présence insidieuse. Respirez-la, laissez-la parcourir vos veines. Comprenez que l'horreur peut exister sans jamais montrer son visage, mais qu'elle est pourtant toujours là, à l'affût, observant, attendant. Et si vous voulez continuer à plonger dans ce type d'horreur psychologique, à explorer les limites de votre propre peur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer le prochain voyage au cœur du cauchemar.